Bonjour, bonjour. Euh, Bienvenue sur ce nouveau Actual News. Actual News du 18 avril. Nous allons traiter pas beaucoup de sujets encore une fois. Il y aura même un peu plus de tech hardware que d'habitude. Il y a de news que j'ai relevées qui étaient plutôt bonnes à savoir. Euh, et une news un peu, je dirais, dans la tech, mais plus du côté juridique du terme. Vous verrez ça à la fin. Cette émission vous est proposée aussi en rediffusion sur YouTube à partir de 19h. Donc, si vous voulez, si vous désirez, si vous ne vous pouvez pas voir cette émission en live, vous pouvez très bien la voir sur YouTube. N'hésitez pas à mettre le commentaire et éventuellement un pouce bleu ou vers le bas si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue à vous YouTube aussi. Et si vous le désirez, vous pouvez me rejoindre sur Twitch pour pouvoir débattre à la fin de cette émission. Voilà, on commence et puis en espérant que cela vous plaise. Nous commençons donc par une suite sur... enfin non, pas sur une suite, sur un mot d'un développeur, Bethesda, qui explique pourquoi Fallout 5 n'arrivera pas de tout de suite. Avec l'engouement suscité par la série disponible sur Prime Video, de nombreux joueurs réclament des informations sur Fallout 5. Hélas, il va falloir faire preuve de patience puisque Bethesda Game Studios est actuellement focalisé sur The Elder Scrolls 6. Cependant, Émile Pagliarulo, le responsable du design au sein du studio, a donné les raisons de cette longue attente. Il a d'abord précisé que Starfield a pris plus de temps que prévu car les équipes ont dû développer de nouvelles technologies. De plus, Bethesda Game Studios a également été mobilisé pour aider sur Fallout 76. En fin de compte, il s'agit toujours de la ressource la plus importante, les gens. Comme dans toute équipe de développement, nous avons des gens talentueux qui ont besoin de temps pour faire des choses correctement. Nous ne pouvons donc pas faire Nous ne pouvons donc pas tout faire en même temps. Je vais y arriver. Les scientifiques de l'Institut travaillent d'arrache-pied sur des initiatives de clonage. Donc le petit RP en fin de citation, plutôt bienvenu. La dernière phrase étant bien évidemment une référence à l'Institut de Fallout 4. Oui, donc pour faire des jeux, oui, il faut du temps et surtout des gens. Et malheureusement, aucune entreprise peut avoir trois fois son personnel pour développer par exemple trois jeux en même temps, quoi. Ça leur coûterait beaucoup trop cher, je pense. No Rest for the Wicked demandera une configuration extrêmement robuste sur PC. C'est ce jeudi 18 avril que No Rest for the Wicked arrivera sur Steam en accès anticipé, un titre extrêmement attendu qui nous est proposé par le studio derrière Ori and the Blind Forest et Ori and the White Will of the Wisp. En attendant le lancement imminent, Moon Studio a partagé les configurations requises pour faire tourner le jeu. Autant dire qu'il va falloir opter pour un ordinateur puissant. En effet, pour pouvoir jouer en 1080, donc en HD, donc en Full HD même, en Full HD à 60 fps, il faut posséder un PC avec un processeur Intel Core i5 12600K ou un AMD Ryzen 7000, un AMD Ryzen 7 5800 3D. Ah non, je vais y arriver, désolé. AMD Ryzen 7 5800X 3D. Pour ce qui est de la carte graphique, il va falloir tabler sur une GeForce RTX 3070 Ti ou une
AMD Radeon RX 6800 XT. Donc oui, et enfin 16 Go de RAM et un SSD avec 32 Go d'espace libre sont requis. Donc autant vous dire que que le jeu ne va pas être comment vous dirais-je léger et optimisé. Après, par exemple, là, on n'a pas les configurations, toutes les configurations, mais par exemple pour une config pour vous donner une idée à quel point il sera lourd. Par exemple, pour une configuration en 4K 60, il est demandé une 4080. C'est quand même assez fou de se dire qu'on a maintenant besoin de puissance aussi énorme, quoi. Kingdom Come Deliverance 2 sera bien annoncé ce jeudi et sortira en 2024. C'est aujourd'hui à 20 h que War Horse Studio prendra la parole pour évoquer son prochain jeu. Hélas, ING a gâché la surprise en faisant leaker une vidéo du titre qui nous sera présenté. Et il est donc bien question de Kingdom Come Deliverance 2. Le court teaser nous apprend ainsi que le titre débarquera cette année sur PS5, Xbox Series et PC. Voilà. Euh, donc pour ceux qui aiment le jeu, Anton Blast, c'est-à-dire un Wario-like, cassera la baraque le 12 novembre sur Switch et PC. Entre trois simulations de vie quasi pastel, le stream Indie World de Nintendo a laissé une petite place à Anton Blast, un platformer à l'énergie toute différente. Précédemment annoncé pour le courant 2024, c'est finalement le 12 novembre prochain que la création du petit studio Semi-Sphere se fera un chemin à grands coups de marteau sur Switch et PC via Steam. Oui. Il, il n'aura pas échappé au regard de nos lecteurs les plus attentifs que Anton Blast emprunte très largement ses mécaniques et son look protagoniste dynamite de- et le look de son protagoniste Dynamite Hunton à la série Wario Land. En plus du moustachu bouffi, Sun Sphere revendique sur sa page Kickstarter d'autres inspirations de ses confrères indés, comme Cuphead, Shovel Knight. On imagine que le premier a joué dans le soin apporté aux animations, très cartoonesques, et le second dans l'utilisation du marteau comme élément principal du gameplay. Anton Blast proposera 12 mondes à parcourir et à retourner sans dessus-dessous pour retrouver les Spirit Nanton volé par Satan himself. Chacun de ces niveaux étant décrits comme des mini-Metroidvania semi-ouverts d'une durée équivalente à une demi-heure, en plus d'un time attack, un troisième mode de jeu proposera de parcourir à nouveau la campagne en incarnant le deuxième protagoniste, Dynamite Honey, qui troque le marteau pour un fléau du même acabit. C'est génial. Ça, par contre, on l'avait pas vu ça dans les trailers, qu'il y avait un deuxième personnage éventuellement jouable si on termine. Ça peut être pas mal, parce que ça va apporter un peu plus un gameplay différent que ce qu'on a à l'actuel. Faut voir. Steam World Heist 2 annoncé sur toutes les plateformes pour le 8 août. Après une année 2023 moribonde, Thunderful Games a peut-être trouvé un motif de satisfaction avec l'annonce de SteamWorld Ace 2, la suite des jeux les plus appréciés de la franchise suédoise. Fraîchement annoncé pour le 8 août 2024 sur la plateforme de votre choix, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Steam, Epic Games Store et GOG. Quand même. Sans oublier une place dans l'abonnement Game Pass.
Toujours dans le registre de jeux de combat tactique au tour par tour, SteamWorld Ace 2 troque le cadre de la science-fiction et les vaisseaux spatiaux du jeu de 2016 en faveur de vagues déferlantes de la joyeuse flibusterie avec ses chants imbibés de rhum. Rassemblés autour du capitaine Leeway, nos steambots forment un équipage hétéroclite ayant pour but d'explorer la Grande Mer, où des combats navals en temps réel viendront d'ailleurs varier les plaisirs entre deux fusillades au tour par tour, phase durant lesquelles il faudra plus que jamais maîtriser l'art de la planification des ricochets et des munitions. SteamWorld Haze 2 se jette à l'eau. L'histoire tourne autour d'une crise de l'eau, ressource abondante mais apparemment devenue mortelle pour les boîtes de conserve ambulantes qui forment l'équipage. Le joueur endosse les responsabilités du capitaine livré en charge d'équiper, préparer et personnaliser les capacités et l'équipement de ces unités. Entre deux exploration et pillage, on se rendra dans le bar le plus proche pour améliorer ses ouailles et tisser de nouvelles alliances avec d'autres robots. Comme pour le premier SteamWorld Haste, les troubadours de Steam Powered Giraffe ont composé les musiques et les chansons. Le site officiel du jeu est disponible sur voilà. Donc vous faites SteamWorld Haste 2 sur Google et sûrement vous trouverez le site. Une news, Golden Axe, vous savez le beat them all ou beat them up, ça dépend de. Hein. Et ben une série d'animation est en préparation. Sega avait annoncé une stratégie transmédia pour les années à venir et voici donc l'une des pierres de ces ambitieux défis qui viennent d'être posés, avec l'annonce d'une série d'animation Golden Axe prévue sur la chaîne américaine Comedy Central, sans date de sortie précise. Après le succès de Sonic au cinéma avec deux films, Sega s'est fixé comme objectif de continuer le développement de ses licences en dehors du jeu vidéo, avec une série de TV dédié à Knuckles pour le 26 avril prochain et le film Sonic 3 toujours prévu pour la fin de l'année, l'entreprise japonaise ne semble pas vouloir ralentir la cadence. Pour ce faire, elle peut compter sur son dernier recrutement de date, un ancien cadre de Disney pour mener la charge. Et sur Golden Axe, hack and slash emblématique de la Mega Drive en tant que nouvelle licence à revitaliser. Un projet important pour Sega qui avait déjà tenté en 2004 de lancer une adaptation du jeu en même temps que celle d'autres de ses licences comme Shinobi ou Street of Rage. D'accord, je pensais que c'était un beat 'em up ou un beat 'em all. D'accord, ils le disent en un cassage. Ouais, pourquoi pas. Les quelques informations données sur le projet indiquent clairement que le ton de cette série d'animation Golden Axe sera purement humoristique. Si jamais sa diffusion sur Comedy Central n'était pas un indice assez évident, c'est le duo McMahon, Joe Chandler qui sera aux commandes. Le premier a travaillé sur Rick and Morty, co-créé Solar Opposite ainsi que Star Trek Lower Decks, alors que le second a été producteur pour American Dads et le scénariste pour la série d'animation Napoleon Dynamite. Bref, un beau palmarès de la série d'animation humoristique à l'américaine. Avec seulement 10 épisodes, la série racontera le périple des guerriers vétérans ex-Battler, Tyrese Flair et Gilius Thunderhead et du jeune inexpérimenté Hampton Squibb pour sauver Uriah de l'immortel et maléfique Death Adder. Ah, ça fait vraiment très RPG à l'ancienne, les noms. Ouf. On a même droit à une première description officielle de cette petite troupe avec les acteurs respectifs associés. Leon Mac Leon McSaintyre jouera ex-Battler, un guerrier barbare avec un code de l'honneur strict, un comportement en gentil Golden Retriever. Ses muscles l'emportent sur son cerveau, mais son cœur l'emporte sur les muscles. Lisa Gilroy jouera Tyrese
flair, une redoutable sorcière, mortelle au combat encore plus meurtrière avec son humour décapant. Matthew Rhys jouera Gilius Thunderhead, un nain guerrier grincheux avec une hygiène exceptionnellement mauvaise et un sentiment d'infériorité le rendant colérique. Danny Pudi jouera Hampton Squibb, un aventurier naïf inexpérimenté qui a rêvé de partir en quête toute sa vie. Il espère que son attitude positive pourra compenser son incapacité à réellement faire quelque chose. Carl Tartin jouera Chronos Evil Late, originaire de Golden Axe 3, une panthère humanoïde 100% badass, du moins que c'est du moins ainsi que Chronos se décrit. Or, en réalité, il est inconfortablement raga et ne sait pas jauger son public. Bon, bah, on va attendre. Hmm, pourquoi pas? Bon, c'est pas qu'un. Il y en a qui, forcément, je pense, dans le lot, regretteront le côté humoristique de la chose. Sur moi, le côté un peu trop coloré. Mais pourquoi pas? Ah, ça, c'est une news qui va peut-être pas plaire. Après Saint Seiya, cet animé culte va être adapté en film live action. Ça va être un vrai carnage. Fan de One Punch Man, réjouissez-vous ou pas, un nouveau film va bel et bien voir le jour. Celui-ci sera en live action de premier, et de premiers détails éclosent. Un fi- Les adaptations d'animes en live action auraient-elles le vent en poupe? Alors certes, cela n'a pas toujours été d'un succès, et nombreux sont encore qui pointent du doigt le film Death Note de Netflix, la catastrophe industrielle Dragon Ball Evolution ou le tout récent Les Chevaliers du Zodiac. C'est vrai que ces trois-là sont pas terribles, hein. Pour ne citer que, et encore. De véritables traumatismes inscrits malgré eux dans la culture populaire, un peu comme le rappel douloureux de ce que l'on ne doit pas faire. Et pourtant, pas peu pour un saut, Netflix a récemment surchi avec la série en prise de vue réelle One Piece, finalement plutôt bien accueillie et redonnant un certain espoir au public. On vous laissera juger du format idéal, série ou film. Mais Sony Pictures, en, en tout cas, fait son choix avec pour projet de faire un film One Punch Man, avec de vrais acteurs, de vraies caméras donc. En vérité, cela fait un moment que nous sommes au fait du chantier puisqu'il fut officialisé il y a 4 ans. Aujourd'hui, l'affaire s'affine un tantinet avec un nouveau nom à se mettre sous la dent. Pour le moment, on sait que le film One Punch Man sera réalisé par Justin Lin, réalisateur d'un paquet de Fast and Furious, Tokyo Drift, le 4, le 5, le 6 et le 9. Mais la nouvelle du jour vient de Hollywood Reporter, célèbre média américain qui déclare haut et fort que le scénario réécrit, aurait réécrit de nouveaux auteurs, par de nouveaux auteurs. À la place du duo Scott Rosenberg-Jeff Pinkner, Venom, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, qui était annoncé, c'est donc celui de Dan Harmon et de Heather Han Campbell qui sera derrière le scénario. Un fait officialisé depuis. Cette dernière scénariste n'ayant d'ailleurs pas tardé à exprimer son enthousiasme. Scott Rosenberg dispose d'un solide pedigree. Lui est le co-créateur et scénariste de Rick et Morty, ayant également signé la série Community. Heather Ann Campbell n'est pas en reste. Elle, elle qui dispose d'un solide bagage dans le domaine, ayant rejoint Rosenberg sur le scénario de la saison 6 de Rick et Morty pour remplacer son co-créateur Justin Roiland. Aucune fenêtre de sortie est pour l'instant avancée concernant le film One Punch Man. Qui vous verriez-vous pour incarner Saitama? Tiens, c'est intéressant. Je vous pose la question tout de suite et vous me répondrez à la fin de cette émission. Quel acteur pour quel personnage dans cet anime? Allez-y, hein. Ne me répondez pas Vin Diesel en Saitama, s'il vous plaît. Ni Rock.
Au secours, soyez original. Zack Snyder fait dans la surenchère. Son prochain director Scott va durer 6 heures. Ça vous dit de rester 6 heures au fond de votre fauteuil de cinéma? Ouais. Zack Snyder et les versions director Scott, c'est une histoire d'amour qui fait beaucoup parler d'elle et qui prolongera avec Rebel Moon, dont la durée sera conséquente. Que ce soit à travers de 300 Watchmen, Man of Steel et de nombreux autres, le style cinématographique de Zack Snyder est facilement reconnaissable. Pourtant, il lui arrive régulièrement de ne pas parvenir à exprimer pleinement sa vision initiale. Le meilleur exemple est assurément celui de Justice League, qu'il a commencé à réaliser avant de devoir passer le flambeau à Joss Whedon, en raison d'un drame familial néanmoins. Je pense qu'il avait perdu sa fille ou sa femme, quelque chose comme ça. Contre toute attente, les cinéastes étaient parvenus à convaincre la HBO et DC Comics de produire une nouvelle version baptisée Zack Snyder Justice League, avec une nouvelle comédiatrie, un nouveau montage de scènes supplémentaires et bien d'autres pour une durée totale de 4 heures. C'est énorme déjà. Je vous rappelle, c'est à peu près la durée de Titanic. Tout récemment, a fait part au public. Ah, l'Américain a fait part au grand public qu'il souhaitait absolument revenir sur Sucker Punch, film d'action de science-fiction de 2011, qui n'a jamais été terminé correctement. Une director Scott, quelque peu dans le tuyau. J'ai déjà tourné les images, ils doivent juste me laisser les monter. Je demande de temps en temps, mais nous devons demander encore et encore, déclara-t-il à Empire. Oui, si ça lui permet d'avoir de l'épaisseur et de la consistance et rendre le tout, mais encore plus cohérent, dynamique et voire pas magnifique et lui donner un cachet parce que voilà, Sucker Punch, moi je le considère comme culte, mais je sais que beaucoup le considèrent comme nanar. Voilà. Et prochainement, ce sera donc le tour de Rebel Moon. Vendu comme le Star Wars Killer de Netflix, Rebel Moon est un énorme projet SF découpé en deux films. Le premier est sorti le 22 décembre dernier et conte l'histoire d'une jeune femme au passé mystérieux sur une planète lointaine, embrigadée dans un conflit révolutionnaire à grande échelle. La deuxième partie sera disponible sur Netflix le 19 avril prochain, complétant ainsi cette épopée spatiale. Donc c'est bientôt. Ah bah vous voyez que je vous donne des news très fraîches, donc à partir de demain vous pourrez si ceux qui ont vu le premier Rebel Moon pourront voir la suite, c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, Rebel Moon ne représente pas vraiment la vision originale de Zack Snyder. Tant et si bien que le réalisateur a trouvé un accord dès le début avec la firme pour l'arrivée d'une Director's Cut plus tard dans l'année, vient-il confirmer en sensacine.com. Netflix m'a dit dès le début, faisons une version réalisateur. C'est la première fois que je fais un film dans lequel la version du réalisateur a été construite au sein de la production. Cela n'est jamais arrivé. Je demande plus de versions de réalisateurs. Elles sont souvent même meilleures que le film, à mon point de vue. Plus violente et plus sexuelle, cette director Scott de Rebel Moon fera un total de 6 heures, toutefois découpé en deux films de 3 heures. Il y aura une director Scott pour chaque partie. Vous serez donc libre de les regarder l'une après l'autre quand elles seront proposées sur la plateforme de VOD. Ce sera apparemment au cours de l'été 2024, comme l'a indiqué Sidney Signer à Forbes. Ouais. On part maintenant sur un news un peu manga et un one shot pour Hiroyuki Take. Le célèbre auteur de Shaman King sera de retour dès la semaine prochaine aux éditions Shueisha
une première depuis l'arrêt de Shaman King Flower et de la mise en hiatus de la série Jump Bar. Le mangaka semble ainsi réconcilié avec son éditeur d'origine. Ainsi, il publiera ce lundi un one-shot autour d'une figure particulière de la culture japonaise. Son manga Aventure Kushirama Book abordera la figure de Takeshihiko Kurushima, un auteur de littérature pour enfants ayant vécu entre 1874 et 1960, qui est considéré comme le Hardesen japonais. Dans ce conte fantastique, le personnage principal découvre un livre laissé par Takehiko Kurushima de son vivant. L'ouvrage sera publié en numérique exclusivement ce lundi 22 avril. Au vu du logo figurant sur la couverture, le manga pourrait intégrer le programme Shueisha XR, un dispositif de lecteur japonais complet à la technologie XR ou réalité étendue pour permettre des expériences immersives. Mais moi je dis pourquoi pas des romans ou des mangas en réalité immersive, mais je veux. Couplé à de la musique, il y a des sons d'ambiance, ça peut même redonner le goût de la lecture au roman. Il est noté que Hiroyuki Take est l'auteur du one-shot. La couverture crédite aussi à Jet Kusamura, mangaka responsable des spin-offs Shaman King Red Crimson et Shaman King Macross, qui est aussi supervisé, qui a aussi supervisé le manga Shaman King Heiha Girlden. En parallèle de la prépublication de Shaman King The Superstar reste en pause depuis l'arrêt de sa revue de prépublication. Le Shonen Magazine Age, une reprise sur la plateforme Magazine Pocket est toutefois prévue. D'accord. La 20e du numéro de Retrosalia, revue des éditions Omake dédiée à la pop culture dans son ensemble, est disponible dès aujourd'hui en kiosque et en marchand de journaux. Toujours proposé au prix de 13,90 €, 14 euros, le numéro peut être aussi commandé sur le site des éditions Omake. Book à cette adresse. Donc au sommaire, il y a quoi? Il y a 140 pages de découvertes ou redécouvertes. Base, base de définition, il y a les Spilvan, les fèves, voix du chapitre, il y a Olivier Corolle, Captain Planet, l'éveil écologique des milléniaux, Mashup Story Bat Mignon, Resident Evil 2 quand Capcom nous jette d'emblée dans le loup, Caraïbes Hochefort, Lost Eden, le jardin d'hier, X-Files, Passion et Frisson des années 1990, Art nouveau et pop culture, l'héritage de Moucha, Nanar Wars, Gianni Dushman, Johan et Pierre Louis, les aventures médiévales de Pieyou Spin City, In the Mood for Love, les sanglots long des violons, Mémoire en carton, le croque-note chaud, Perfect Blue, le monde est bleu comme toi, la non-vie de Lovecraft, troisième partie, Doom, la nuit des morts vivants, Maté mon matos Yeno SC 3000 et un article sur Moz Pida. Autant dire que il y a beaucoup de choses. News manga, l'anime Be Forever Yamato Rebelle 3199 en teaser vidéo. L'excellente saga Space Battleship Yamato continue de développer son univers avec l'arrivée de l'anime Be Forever Yamato Rebelle 3199. Yamato Yo Towani Rebelle 3199, Star Blazer Rebelle 3199. Il est long le titre japonais. La série animée Yamato Rebelle 3199, 26 épisodes divisés en 7 longs métrages. 26 épisodes divisés en 7 longs métrages. Débute sa première partie le 19 juillet 2024
dans quelques salles japonaises. La version animée sera diffusée après la version long métrage, genre seinen, SF, action, géopolitique. C'est un peu comme Gundam ou Macross pour ceux qui ont ou les Gardiens de la Galaxie, pas comics hein. Alors en 2207, après 2 ans après l'annihilation Gamila et Iskandar, un objet gigantesque et mystérieux appelé Grand Reverse fait son apparition dans le système solaire. Les forces de défense de la Terre tentent vainement de l'opposer, mais le Grand Reverse traverse sans effort les défenses et s'abat sur la nouvelle capitale terrestre. En un instant, les soldats silencieux descendent du ciel accompagnés de tanks à multiples pattes et la capitale est submergée. Dans ce moment de désespoir, l'équipage du légendaire vaisseau spatial Yamato reçoit un ordre top secret. Quelle est l'identité surprenante de l'envahisseur? Le sort de l'humanité est en jeu. Le voyage du vaisseau spatial Yamato commence vers des dimensions de temps et d'espace jamais explorées auparavant. C'est franchement pour ceux qui n'ont pas connaissent pas la licence anime Yamato, je la conseille. C'est une excellente série géopolitique, spatiale, SF comme il l'indique. Il n'y a pas de robots, donc c'est uniquement du combat entre vaisseaux spatiaux. C'est genre comme Star Wars ou même plus Star Trek, je dirais, dans, dans la philosophie, je dirais. Allez voir. Ensuite, quelques news tech pour finir. Corsair va sortir ses casques gaming HS35V2 et HS35 Surround V2 dès le 30 avril. Corsair s'apprête à intégrer 2 nouveaux casques à son catalogue dès le 30 avril précisément, que ce soit le HS35V2 ou le HS35 Surround V2, ils promettent une connectivité universelle grâce au câble 3,5 mm et son révolu- surtout à son et surtout un son révolutionnaire. Décidément. Pour le H35, non, on va faire le 35V2 par exemple, vous aurez le droit à des haut-parleurs néodymes de 50 mm capables d'offrir un son puissant et de détecter le moindre détail lors de vos sessions de jeu. Le 35 surround, plus immersif encore, offre un son encore plus détaillé et de meilleure qualité avec son son Surround Dolby Audio 7.1. Les 2 casques sont également extrêmement confortables et promettent d'être toujours aussi agréables sur votre tête, même après des heures de jeu. C'est notamment dû à des coussinets en tissu doux et à un bandeau réglable pour s'adapter au mieux à votre crâne. Nous notons aussi la présence d'un micro omnidirectionnel flexible sur les 2 casques. Le 35V2 sera proposé au prix de 50 euros et le 35 Surround à 60. Les deux sont compatibles sur console et PC. De plus, vous aurez le choix entre 3 couleurs différentes, noir, rouge et bleu. Alors, pour la couleur, c'est pas entièrement le casque. Si jamais vous êtes en écoute simple, c'est uniquement l'intérieur c'est uniquement le bandeau et l'intérieur des. Ah, comment ça s'appelle ça? Des. Ah, je vais y arriver. Comment on appelle ça? Des haut-parleurs. C'est ce qui protège le haut-parleur des. Donc, on a le choix, oui et non, quoi. C'est. Ah, c'est puis une petite bandelette à ce niveau-là. Même pas à ce niveau-là. Ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait même pas une version blanche. J'aurais bien aimé. ASRock va lancer 2 écrans gaming. WQHD. Donc IPS de 27 pouces.
ASRock a annoncé la sortie prochaine de deux nouveaux moniteurs de jeu. Ils sont tous deux équipés d'une dalle LCD WQHD. Le PG27QFT21 ainsi que le PG27QFT1B bénéficient tous les deux de la même taille des consoirs 27 pouces et sont dotés de technologie IPS. De plus, ils offrent un taux de rafraîchissement de 180 Hz, donc en jeu ce sera du 180 FPS, et un temps de réponse de 1 milliseconde chacun. Ils sont également certifiés VESA Display HDR400 et intègrent l'AMD FreeSync. Les seules différences notables entre les deux semblent être au niveau des gammes de couleurs offertes par les dalles, ainsi que le design. Nous devrions bientôt en apprendre davantage sur le prix et leur disponibilité. Donc en effet, regardez. Voilà, ça c'est le premier. Hop, voilà ce que ça donne. Et le deuxième, ça change pas grand chose. Le pied, il change. Le pied, il change. Et puis derrière, on a pareil le logo, le pied qui change. Donc est-ce que celui-là va être plus lumineux et plus de couleurs avec des couleurs plus sombres et l'autre moins? On va voir. Coup de tonnerre pour Facebook, forcé par l'UE de revoir son modèle économique. Donc on termine cette émission pour ça. Le récent abonnement payant à Facebook et Instagram ne respecte pas le RGPD, a tranché le gendarme européen pour la protection des données. Un coup dur pour Facebook qui doit revoir sa manière d'opérer dans l'UE. C'était un avis très attendu qu'a publié le Comité européen pour la protection des données, CEPD, après avoir été saisi par plusieurs CNIL européennes et traîné en justice par des associations de défense des consommateurs. L'abonnement payant pour accéder à Facebook et Instagram sans publicité a été jugé incompatible avec les règles européennes de la protection des données RGPD en tête ni abonnement d'exploitation des données. Soucieux de se plier aux règles européennes, Meta avait commencé en 2023 à proposer un abonnement à 10 euros par mois pour Facebook et Instagram afin d'offrir une alternative au financement via la collecte de données personnelles. Malheureusement pour l'entreprise, ce mécanisme surnommé payer ou accepter a aussi été jugé incompatible avec les règles de l'UE. Dans son avis, la CEPD explique que le droit fondamental à la protection des données ne peut pas se résumer à un champ binaire, obligeant les utilisateurs et les utilisatrices qui souhaitent préserver leur vie privée à payer. Lors de l'élaboration d'une alternative à un service basé sur l'exploitation des données personnelles, les contrôleurs d'accès doivent offrir une solution équivalente n'exigeant pas le paiement ou d'un abonnement, précise la CEPD. Concrètement, cela signifie que Meta va devoir changer de nouveau son fusil d'épaule et proposer un accès à Facebook qui ne repose ni sur l'exploitation des données personnelles, ni sur le paiement d'un abonnement. Un coup de tonnerre pour l'entreprise qui va devoir trouver une troisième voie pour monétiser sa plateforme. Quelques mois à peine après avoir promis que son abonnement payant était bel et bien conforme à l'évolution et la réglementation européenne. Un avertissement pour tout le web. Comme seul indice pour naviguer sur cette ligne de crête, la CEPD explique que Facebook va devoir reposer sur une forme de publicité n'exploitant peu ou pas de données personnelles. En somme, Facebook et Instagram devront fournir un service sans publicité ciblée avec de la clame beaucoup plus généreuse, donc de quoi sacrément bousculer le modèle économique de la firme qui s'est toujours reposé sur l'exploitation de données personnelles pour faire grossir son chiffre d'affaires. Au-delà du coût tonnerre que ça représente pour Meta, l'avis de la CEPD est un avertissement pour toutes les autres plateformes exploitant la vie privée de ses internautes pour s'enrichir. À moins de vouloir partir en garde contre l'UE, toutes devront bientôt proposer un modèle plus respectueux des données personnelles. Google, Amazon, Microsoft en tête, de quoi faire trembler les gens du web. Bref, les GAFAM quoi. Donc voilà, donc terminé de nous exploiter nos données perso et enfin des pubs normales on va dire. Bah, en tout cas, oui, c'est chapeau à l'Europe, franchement. Mais bon, il y a toujours, je pense qu'il y aura toujours quand même
part de peut-être pas de données personnelles, mais de publicités qui sont quand même ciblées par rapport à ce qu'on poste, par rapport à ce qu'on commente, par rapport à ce que l'on aime. Ça, ils pourront toujours peut-être l'exploiter, peut-être pas les données des pubs, hein, mais ce que l'on fait sur la plateforme, ils pourront quand même l'exploiter pour en tirer peut-être des pubs. Je sais pas si t'aimes beaucoup les chats que tu commandes beaucoup, que t'aimes beaucoup de publications de chats, je pense qu'ils vont te proposer des produits autour. Genre, donc pour moi ce sera pas non plus tout blanc. Mais il faut voir comment ça va se passer. En tout cas, bah écoutez, à moins, à moins qu'il y ait une personne qui veut commenter l'actualité avec moi et en débattre, cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite bah, une excellente après-midi. Et on se dit bah, demain, même heure, midi 45, pour le l'actuel news, en espérant que vous passiez une bonne journée, simplement. Moi, après coup, je vais bosser pour mettre cette vidéo aussi sur YouTube et ainsi vous permettre de la regarder. Alors, j'ai vu sur mon prompteur que je suis à 42 minutes, donc ouais, je pense que j'ai dû avoir encore un peu trop de news. J'avais dit une demi-heure, donc bref. Je vais voir pour réduire à ne serait-ce que 10, ça peut être pas mal. Puis faire une section un peu plus dure. Je vous souhaite bah, écouter je vous souhaite bah, une bonne journée et puis à demain.